Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, rendez-vous donc de grandes voix sur Sud Radio, d'entrepreneurs sur Sud Radio, vous allez voir. Alors pour le coup, deux sacrés entrepreneurs, même si l'un d'entre eux maintenant conseille les autres entreprises, après avoir donné de sa personne pendant de très nombreuses années. Mais d'abord, Aziz Seni, entrepreneur depuis plus de 20 ans. Aziz Seni qui se bat pour... Alors peut-être que d'ailleurs le titre de son bouquin, écrit il y a 20 ans, vous dit quelque chose. L'ascenseur social était en panne, j'ai pris l'escalier. Il a le sentiment maintenant que l'escalier est très embouteillé. On va voir ça ensemble. Bonjour Aziz, tu diriges une commission au MEDEF dont l'intitulé m'a fait sursauter, donc c'est pour ça que tu es là. Et puis tu as fait un joli buzz quand même hier avec un petit tweet dont on va reparler aussi et qui va intéresser beaucoup ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Mais t'en es où en termes d'entrepreneuriat? Parce que moi je t'ai laissé à un moment où t'étais en fait en train de t'avais été rattrapé. Ça, c'est super intéressant. Le sujet, donc, c'est t'as grandi Trappes ou Mantes-la-Jolie? Mantes-la-Jolie. Le sujet, très vite, tu t'es dit, il y a un problème de transport pour les gens qui vont bosser à Paris. Oui. Et donc, je vais monter le taxi collectif qui va faire que les gens vont pouvoir, pour pas trop cher, aller bosser à Paris. Je résume. Hein, c'est ça, une boîte qui s'appelait ATA, que j'ai gardée 17 ans. Mais tu as été rattrapé, en fait, par l'ouragan Uber et l'ouragan de réglementation qu'il a fait tomber sur l'ensemble de ta profession, alors qu'en fait tout le monde te laissait peinard finalement. Disons que la force de frappe d'Uber, c'est pas celle d'Aziz Seni. Sa vision, je l'avais, mais j'avais pas son entre-gens, j'avais pas son carnet d'adresse, j'avais pas ses investisseurs. Oui, et puis surtout, mais t'as pris des dégâts collatéraux, toi, parce qu'à un moment tu pouvais plus faire ce que tu faisais tranquillement. On a subi la concurrence d'Uber. Je tiens à rappeler simplement qu'Uber est peut-être la seule entreprise dans l'histoire de Wall Street à ne jamais avoir été rentable depuis sa création. C'est quelque chose qu'il faut souligner. Et pas non plus super rentable non plus. Faut le souligner. Donc, mais à leur décharge, j'ai chopé le chiffre ce matin. Tu sais combien ils font travailler de gens en France quotidiennement? Autour de 60-70 000 personnes. Exactement. Ouais, c'est ça. Oui, il y a beaucoup d'industries. C'est un petit peu mon marché. Non mais enfin, mon Dieu, 80 000 personnes. Il y a beaucoup d'entrepreneurs et en particulier, on le voit bien sur les grandes villes, à Paris, à Lyon, à Marseille, ce sont des profils très particuliers, des jeunes peu pas diplômés, voire un petit peu diplômés, issus de certains territoires qui se sont mis à leur compte et qui ont trouvé un moyen de s'en sortir et qui ont pris l'ascenseur social de ce côté-là. Donc c'est très bien et ça fait bosser du monde. Et pour eux, c'est rentable. Pour eux, à la fin du mois, c'est une indépendance, c'est un revenu. Et puis on travaille et on gagne ce qu'on mérite. Mais c'est ça. Mais c'est voilà. Et alors tu le vends encore le bouquin? C'est il y a combien de temps le bouquin l'ascenseur social? C'est une œuvre majeure de la littérature française. Non mais oui. Non mais je le pense. Non, c'est une œuvre. Aziz, déconne pas. C'est une œuvre majeure de notre société. Écoute, si tu le dis, c'est bien que ce soit Stéphane Soumier qui le dise, ça me flatte, mais c'est un sujet qui est encore d'actualité. Non, mais justement, il y a combien donc, le bouquin, vous en avez forcément entendu parler. L'ascenseur social est cassé, j'ai pris l'escalier. L'ascenseur social est en panne, j'ai pris l'escalier. J'ai pris l'escalier. Il y a combien de temps? Préface de Claude Bébard, le fondateur d'AXA, et c'était en 2005. J'ai l'impression que même l'escalier est cassé aujourd'hui, Aziz. L'ascenseur social est toujours en panne et il y a beaucoup de monde dans l'escalier, pour pas dire c'est complètement bouché. Voilà. Le rêve français, on l'a toujours pas construit. Il y a un rêve américain qu'on connaît, mais la capacité à créer un rêve français, on a vraiment beaucoup de mal. L'espoir, demain est toujours une menace, elle n'est pas une promesse. Tu traverses l'Atlantique. Le demain, c'est synonyme d'espoir, de rebond, de créativité, etc. En France, dans notre société, alors je ne veux pas faire du French bashing, mais c'est on n'est pas là pour ça. Pessimiste, on est le pays le plus consommateur d'antidépresseurs en Europe. Demain, c'est compliqué, la peur sclérose un peu notre... Oui, mais il y a des fractures qui reviennent. Tout à fait. Il y a des fractures qui reviennent qu'il n'y avait pas quand tu as écrit l'ascenseur social est en panne. Tout à fait. Moi, je me souviens, on met tout sur la table ici. Aziz, je ne sais pas, il y a combien de temps on discutait ensemble de nouveaux business, etc. Et tu me dis, ça devait être il y a 10 ans. Et tu me dis, il y a un truc à faire, il faut absolument structurer la filière alimentaire halal. C'est quelque chose de très important, il y a un business fondamental, il y a des millions de gens. Ce qui était un business il y a 10 ans devient quelque chose que tu ne peux plus seulement regarder comme un business aujourd'hui, parce que vont venir avec ces business énormément d'éléments de fracture, de rupture, de violence, de contestation.
sur lesquels tu peux pas. Il y a un contexte politique, géopolitique, des craintes. Effectivement, ces sujets-là aujourd'hui, on ne peut plus parler bruit, des business sans qu'il y ait de l'idéologie politique. Voilà. Pour, contre, extrémiste, pas extrémiste. Exactement. Mais tout le monde a son avis sur le sujet, alors que de manière factuelle, effectivement, quand on regarde les choses d'un point de vue business, sur ce qu'on appelle le marketing ethnique, sur les marchés ethniques, oui, il y a encore beaucoup à faire. Sauf Simplement, que tu peux plus faire de business parce qu'il y a trop de fractures. On peut plus, ou bien on le fait de manière, on parle pas de finance islamique qui draine des milliards à travers le monde, on va parler de finance éthique. On fait attention aux mots, politiquement correct, on met tout ça. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a une vraie crainte, et puis c'est vrai qu'il y a eu des choses qui se sont passées, et je comprends les peurs, sincèrement, je les comprends. Moi, Aziz, je les comprends. Mais il faut surmonter cette peur de manière collective. Il faut pas que ce soit une minorité qui dicte nos comportements, et encore plus dans le domaine du business. Ça doit t'exaspérer. Ah, je suis exaspéré. Je suis sûr que ça doit t'exaspérer de voir ce potentiel de gisement de business sur des populations en plus qui en ont absolument besoin, et que tout ça est d'une certaine manière interdit par, comme tu le dis, le politiquement correct. Il y a des mines d'emploi là-dessus, il y a des recettes fiscales à côté desquelles on passe, il y a des leaderships même mondiaux, parce que le Made in France, sur un certain nombre de sujets, agroalimentaires en particulier, c'est quelque chose de très intéressant, mais effectivement, il y a une forme de tabou qui commence à s'installer. Moi, ça m'exaspère. Pourquoi? Parce qu'on est de moins en moins objectif et on se laisse guider par nos passions. Et quand on se laisse guider par nos passions, c'est là où on fait le plus de conneries. Donc, prendre un petit peu de recul, essayer de mesurer. Il y a des choses qu'on peut faire avec des gens qui sont sereins, qui sont, je vais reprendre les formules, républicains, installés, etc., etc. Donc, on sait qu'il n'y a pas de crainte. Donc, il faut arrêter, il faut surmonter la peur. La peur, c'est vraiment ce qui conduit au côté obscur, dirait l'autre. Absolument. On va voir le petit tweet avec lequel tu as fait ton effet là hier. Et c'est vrai que l'histoire est quand même intéressante. Un ami entrepreneur, autodidacte depuis 20 ans, 300 salariés, 18 millions d'euros de chiffre d'affaires, me dit qu'il a envie de transmettre, donner des cours à des lycéens en éco-gestion commerciale. Ça tombe bien, l'académie, c'est quoi, 13, donc c'est Bouches-du-Rhône. Ouais. En cherche, il postule, recalé, motif, il n'a pas bac+3 minimum pour enseigner. Oui, on est en train de discuter parce que je donne quelques cours aussi, comme beaucoup d'entrepreneurs, avec cette envie de partager. Et lui est un autodidacte. Il est issu d'un lycée pro. Il a monté une belle boîte, une ESN. Ça fonctionne très bien pour lui. Il me dit, moi, j'aimerais bien donner des cours, mais plutôt dans un lycée pro. Je te la fais courte. Ça m'emmerde un peu d'aller dans les écoles de commerce. Oui, mais c'est bien, mais bien sûr. Mais je voudrais redonner à ces gamins parmi lesquels j'étais. Et donc, les académies, manifestement, ont des besoins. On se souvient de ces professeurs qui recrutaient jusque sur le bon coin pour trouver des profs. Donc naturellement il se dit bon je vais donner, j'ai un petit peu de temps, je vais donner un petit peu de temps à cette activité, et on lui dit non monsieur, bac+3, vous n'avez pas de bac+3. Là on tombe de sa chaise. Alors on tombe de sa chaise parce qu'en fait le truc c'est pas, à la limite j'aurais compris qu'on lui dise vous n'avez pas de formation pédagogique, vous avez sans doute une formidable expertise, mais enseigner c'est autre chose. Pourquoi pas? Mais là c'est même pas ça. C'est bac+3 en n'importe quoi. Tu rentres pas dans la case. Avant même de commencer à savoir qui tu es, on regarde si tu coches les cases. Et je trouve cette façon de recruter qui est un peu old school, un peu vieille école. Mais on revient sur ton ascenseur social. Mais les soft skills, tout le monde en parle, c'est très à la mode. Et moi, je pense qu'il faut recruter. Le privé va beaucoup plus vite que la fonction publique. Je suis de ceux qui disent que l'État donne beaucoup de leçons au privé, mais que quand on regarde un petit peu comment ça fonctionne, toute cette machine administrative, l'État employeur ne s'applique pas forcément les règles qu'il demande au privé de mettre en œuvre. Exactement. Donc, là, on est en plein dedans. Tu vas avoir le ministre de l'Éducation nationale qui va expliquer aux entreprises privées qu'il faut faire un effort sur l'intégration des jeunes, des seniors, des femmes, des minorités, des handicapés. Bref, tout ça, très bien, le privé est pour ça. Mais quand on regarde un petit peu la façon dont recrute, par exemple, l'Éducation nationale, là, on est très rigide, on sort pas des cases, et le fonctionnaire de bonne foi vous dit, vous ne cossez pas les cas, je peux pas vous prendre, monsieur. Bon, non, c'est très français, ce titre de noblesse qu'est le diplôme. On dit du mal, là, Aziz. C'est pas du mal, c'est des constats. Oui, c'est des constats, mais on n'a pas l'habitude sur Bismarck, mais je serais bien, allez, allons-y. On avance en France, mais on court dans le sable. Alors, la commission des nouvelles responsabilités entrepreneuriales, Aziz. C'est une commission. Il n'y en a pas assez comme ça, des responsabilités sur la tête des entrepreneurs, que le MEDEF veuille en rajouter? Non, justement, c'est pour les anticiper et justement pour les gérer. C'est pas pour en créer de nouvelles. Bien évidemment, il y en a beaucoup trop, mais il y a un environnement qui change. On a de nouvelles responsabilités qui nous arrivent, qui n'existaient pas avant. Le simple fait pour une entreprise d'être rentable,
plus ça aujourd'hui. On a des parties prenantes de l'entreprise qui demandent des choses. On a des actionnaires, des investisseurs. Je te renvoie au communiqué de presse de Blackstone sur son envie d'avoir des participations plus impactantes d'un point de vue social et environnemental. On a une jeunesse qui demande à avoir du sens. On a un mouvement des Gilets jaunes, même si je suis pas forcément le plus favorable à ce mouvement-là, mais il y a un débat de fond sur la question du sens et de la qualité de vie du travail. Quoi? Tu mets du sens dans le mouvement des Gilets jaunes, Aziz? Décidément, tu me surprendras toujours. Hein. Ça, alors, tu peux revenir tous les jours, là. Pour avoir discuté avec certains nombres d'entre eux. Ah oui, tu y as passé du temps pour trouver du sens quelque part, hein, à part le sens giratoire, si tu veux tourner en rond, mais sinon, c'est pas mal celle-là. Il y a du De Vos là-dessus. Mais il y a une question de sens. Non, mais je comprends ta question de sens, mais pas pour les Gilets jaunes. La question du RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise, toutes les parties prenantes. Aujourd'hui, les marchés publics dans lesquels il y a parfois des clauses d'inclusion sociale en fonction des territoires, etc. Donc il y a des nouvelles responsabilités. Je peux t'en donner d'autres. Hein. L'insertion des jeunes, on en parle beaucoup en ce moment. La question des seniors et de leur place dans la société et donc dans les entreprises. La question des discriminations. Il y a 25 critères de discrimination officielle. Comment l'entreprise peut jouer à ça? Et puis, bien évidemment, la mobilité en interne, l'ascenseur social dans l'entreprise en elle-même. Comment aujourd'hui on peut faire pour que ça bouge un petit peu plus, qu'on puisse avoir ce fameux rêve américain du petit gars qui pousse le chariot et qui distribue les enveloppes et qui un jour se retrouve au conseil d'administration. Comment on peut accélérer ça? Donc voilà, il y a des sujets de société dont il faut s'emparer. Se saisir. Mais alors, c'est quoi le but du jeu? Je reste scotché par le chiffre que tu m'as donné là. 25 critères de discrimination possibles dans les entreprises. Il y a le handicap, ceux qui sont... Non, mais je te demande pas de les égrener, je te fais confiance. Mais c'est très spectaculaire, effectivement. Et c'est quoi l'idée? C'est que vous allez produire un peu de texte, des manifestes, des choses comme ça pour que nous, justement, entrepreneurs, chefs d'entreprise, on puisse se repérer dans l'ensemble de ces injonctions qui tombent. Il y a déjà des baromètres. Il y a un baromètre de l'égalité des chances qui existe, que le MEDEF produit, qui est distribué aux adhérents. Il y a aussi, bien sûr, le travail le mot est terrible en France, de lobbying. C'est-à-dire proposer aux élus, leur expliquer ceux qu'ils ne savent pas encore et leur expliquer pourquoi ce serait intéressant d'aller dans ce sens-là. Donc, on fait ce travail-là. Donc, il y a tout un travail de pédagogie aussi. Il y a un travail de communication sur les plateaux télé, dans les radios, sur Internet, pour expliquer ce que c'est que tout ça. Donc, oui, il y a un travail de pédagogie, d'information et de propositions, bien évidemment. Bon, on va suivre ça. Ça commence ta mission là, Aziz. Elle est en place depuis combien de temps? Ça fait depuis le début du mandat de Geoffroy Roux de Bézieux, puisque c'est à sa demande et à sa volonté qu'a été créée cette commission qui n'existait pas sous l'ancien mandat. C'est une commission très sociétale, très humaine, très prospective aussi. Donc on est loin du régalien du MEDEF où on a d'un côté le social, de l'autre côté le fiscal, qui sont les deux piliers. Mais le fond des choses, c'est quand même de s'adresser aux entrepreneurs en leur disant « Pensez pas que vous passerez au travers de l'ensemble de ces nouvelles responsabilités. Regardez-les bien dans les yeux pour pouvoir faire avec. » C'est ça. Elles sont déjà confrontées à tout ça. Elles sont dans un environnement. Les entreprises n'ont pas attendu. Elles sont sur leur territoire. Elles ont un environnement spécifique, rural, urbain, périurbain, avec des impacts. Ça arrive de tous les côtés. Les nouvelles responsabilités entrepreneuriales. Je te donne un exemple. On a beaucoup parlé d'égalité homme-femme et ces derniers temps, on a parlé de féminicide. C'est quelque chose. Comment l'entreprise se positionne là-dessus? Comment on le déclare? Mais c'est pas un sujet d'entreprise, ça, Aziz. Ça a un impact sur le management. Tu croises dans ton entreprise une femme qui est pas très bien, qui a peut-être un cocard, etc. Comment tu fais pour la déclarer? Comment tu fais pour l'accompagner? C'est dans ton entreprise que ça se passe. C'est un impact sur l'environnement. C'est un impact. Ça peut avoir un impact. C'est pas dans ton entreprise que ça se passe. Elle travaille dans ton entreprise, mais c'est pas dans ton entreprise qu'elle se fait taper dessus. Non, mais il y a un impact. Tu es d'accord avec moi? Oui, bien sûr. Elle est présente là. Comment l'entreprise peut jouer son rôle à ce niveau-là? C'est ce que nous demandent aussi nos collaborateurs. C'est ce que demandent aussi les pouvoirs publics. Et puis c'est un rôle aussi, je trouve, important. Donc c'est la bienveillance. C'est de la bienveillance aussi. Non, et c'est l'entreprise à la fin. Elle est le réceptacle de l'ensemble des tensions de la société. Et donc dès qu'un sujet est en train de monter quelque part, l'entreprise doit s'y intéresser parce que ça lui retombera dessus. Ce qu'on a vu avec les signes religieux ostentatoires, par exemple, il y a quelques années. Il y a la sémantique qui est intéressante, il y a la société dans laquelle on vit, et puis nos entreprises, ce sont aussi des sociétés, des micro-sociétés, dans lesquelles on reproduit ce qui peut se passer à l'extérieur. Donc le rôle de cette commission, c'est aussi d'anticiper, de proposer des choses qui ont
qui sont ces impacts de phénomènes sociétaux sur l'organisation, sur le management, sur la rentabilité des entreprises. Ça a toujours une orientation de ce côté-là. On peut faire du bien en gagnant beaucoup d'argent, je l'ai toujours dit, on était quelques-uns à l'époque à apporter, on nous regardait comme des petits bisounours qui disaient mais aujourd'hui c'est réel. Donc voilà l'objectif, gagner de l'argent en faisant du bien autour de soi. Merci Aziz Seni, donc avec nous, Patrick Bertrand, l'ancien directeur général de Cegid dans un instant. Patrick Bertrand qui est avec nous. Bonjour Patrick. Bonjour Stéphane. Alors, dirigeant pendant combien de temps vous avez... Une quinzaine d'années, j'étais directeur général de Cegid. Directeur général de Cegid, alors je le dis encore, Cegid, éditeur de logiciels professionnels, qui a démarré... En fait, c'était au départ de la hard de la comptabilité. Tout à fait, c'est une aventure entrepreneuriale autour de la comptabilité, et puis aujourd'hui dans le domaine de la gestion générale des entreprises. Voilà, et surtout, alors on va en dire un mot, mais Cegid est par exemple un des promoteurs du cloud. C'est un virage que j'ai mené en 2004, qui n'était pas évident, parce que c'est un changement de modèle complet, mais effectivement, le fait d'avoir ces données déportées et de pouvoir avoir accès à ces données à distance, eh bien, on l'a vu pendant le Covid, c'est la possibilité de travailler. Dieu sait si il y a nombre d'entreprises qui n'avaient pas basculé se sont trouvées en handicap par rapport à la situation parce que je peux plus travailler. Mais je suis obligé de venir au bureau derrière un ordinateur et un serveur qui est juste à côté de moi pour faire fonctionner mon entreprise. Et vidons juste un abcès qui est, mais alors, d'une absurdité dingue, mais il reste encore dans la tête de beaucoup de ceux qui nous regardent et pour lesquels on a une immense affection. Non, vos données ne sont pas plus en sécurité dans vos serveurs mal protégés dans votre sous-sol, plutôt que chez des professionnels du traitement de données, quoi. Enfin, vous avez complètement raison, parce que c'était la principale objection. En particulier, vous imaginez dans une profession comme la profession comptable, où on est très soucieux des données de ses clients. Et je me souviens être intervenu parce que j'étais très sur le terrain, chez un grand compte, une grande entreprise, et il y avait ce doute, est-ce qu'on bascule cloud ou pas? Il dit, écoutez, c'est extrêmement simple, votre DSI est là. Est-ce que votre DSI peut prendre les mêmes engagements que moi, en tant que Cegid, je prends, backé par mon fournisseur cloud, en termes de sécurité, de rapidité, de reconstitution des données? À l'évidence, le DSI ne pouvait pas prendre ces engagements vis-à-vis de sa direction générale. Maintenant, il y a un enjeu très très important pour notre pays, c'est de déclencher vraiment la transformation numérique et la modernisation des entreprises, et notamment des PME. Je sais que c'est un de tes combats, etc. Comment est-ce qu'on peut déclencher ça dans la tête aujourd'hui, notamment des petites boîtes? Alors c'est très intéressant, parce que comment est-ce qu'on peut déclencher? Je vais être un peu provocateur, mais d'une certaine façon, on vient d'en avoir un déclencheur, oui. Le Covid. Oui. Le Covid. Oui, mais je ne sais pas s'ils sont convaincus, les gars. Ah si, enfin déjà, la transformation numérique, c'est quelque chose dont on parlait. Mais le nombre d'entreprises que j'ai rencontrées qui m'ont de façon spontanée exprimé, clairement, c'est vrai, on n'est pas assez digitalisé. C'est-à-dire qu'on n'a pas mené assez loin de notre transformation numérique. Donc, un des principaux moteurs d'un dirigeant, c'est sa vision prospective, mais c'est aussi sa contrainte pour la survie et le développement de l'activité de son entreprise. Donc, il a compris. Donc, je suis convaincu aujourd'hui qu'on n'est pas dans un monde d'après. On est juste dans l'accélération d'un monde qui existait déjà depuis l'avènement d'Internet. Et puis, on voit qu'il y a des vraies évolutions. Parce que le plan de relance, on m'a interrogé sur le plan de relance à destination du numérique. Il y a eu la réunion avec le président Macron à l'Élysée récemment, mais c'est un vrai changement de paradigme. Enfin, on quitte cette sempiternelle Startup Nation qui est juste un mot qui exclut, parce qu'il est compris par très peu de Français, qui cultive le monde de l'entre-soi pour aller vers la Digital Nation. Et quand on regarde les 7 milliards, la moitié du budget qui est prévu, c'est pour la transformation numérique des entreprises, la transformation numérique de l'État, la formation des collaborateurs, formation initiale et formation permanente. Et on voit bien que ça s'oppose pas, parce que pour que l'économie se digitalise, eh ben, il faut de l'innovation, et cette innovation, elle vient des startups. Mais donner comme projet de société la Startup Nation, je suis désolé, ça ne marche pas. Ça se saurait si les startups étaient le ferment et l'élément constitutif majeur de l'économie française aujourd'hui. Non, ce sont toutes les entreprises qui travaillent dans tous les domaines. L'enjeu qu'elles ont, c'est de se transformer. Et pour se transformer, il faut de l'innovation. Est-ce que ça, parce que ça rentre dans le boulot, parce que je t'écoute là, Patrick, et j'étais en train de me dire, il faut le nommer haut commissaire à la digitalisation des boîtes. Puis en fait, mais non, surtout pas. C'est-à-dire, ça peut être une injonction nationale, gouvernementale, ministérielle, je sais pas quoi, commissariat au plan, des trucs comme ça. Alors, là encore, il y
en a beaucoup d'organisations qui travaillent là-dessus. Et je crois qu'il y a un discours de la méthode aussi qui commence à évoluer, notamment sous l'impulsion d'un certain nombre d'initiatives. C'est que le top-down, dans tous ces grands projets, ça n'existe pas. Ouais. C'est-à-dire que ce qui existe, c'est l'impulsion. Et on a besoin d'un État impulseur qui donne l'impulsion, qui aide. Mais après, il faut laisser les acteurs agir. Et il y a un nombre d'acteurs absolument incroyable. Ce qui est vrai en France, notamment, il y a une magnifique organisation professionnelle qui s'appelle Play France, qui met en évidence le fait que dans la plupart des domaines, nous avons des acteurs aujourd'hui qui apportent une réponse à cette transformation numérique. Donc c'est ce jeu qu'on a bien... Play France ? Play France, oui. C'est un mapping de toutes nos compétences digitales. Voilà, nos compétences digitales. Numériques, pardon. Numérique. Oui, on va dire numérique. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Quel a été le moteur de ce monde du numérique qui est devenu connu mondialement? C'est le complexe militaro-industriel. Ouais. Comment? Avec la DARPA, ouais, avec le fonds d'investissement de la CIA, alors pas dans le sens espionnage, etc., mais avec une démarche consistant à dire, je lance un projet, je serai très rigoureux, voilà les montants que je vais y mettre, et puis si au bout d'un mois, 2 mois, etc., n'a pas réussi, ou ça, on arrête. Mais je ne fais pas. Si je commence pas à construire des trucs monstrueux, avec 15 pays, avec une gouvernance qui est ingouvernable. Nos polytechniciens, ils savent pas ça, ils peuvent pas faire ça. Donc, tu dois être polytechnicien d'ailleurs, toi aussi, Patrick. Bon, bah voilà, c'est pour ça que j'ai un atavisme familial autour de ça, mais je ne suis pas. Non, mais ça, ils n'y arriveront pas, ça. Un moment, Jean-Michel Aulas, il a dit, je vais embaucher, c'est ça le grand truc, je vais embaucher quelqu'un de plus fort que moi. Peut-être. C'est vrai, ça, Patrick, non? Il nous reste 30 secondes. Tu as raison, je travaille beaucoup, puisque je préside le comité de gouvernance d'entreprise du MEDEF, sur ce sujet de comment faire en sorte que la gouvernance égale performance. Et c'est vrai qu'une façon de s'entourer, notamment au niveau de son board et de son équipe management, c'est une des garanties de réussite et de performance de l'entreprise. Merci Patrick. Patrick Bertrand, donc, et la digitalisation forcée, on l'espère, des entreprises sur Sud Radio. Les amis, je vous retrouve lundi.